Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Raison et sensibilité, ou les deux manières d'aimer, tome 2. Par Jane Austen. Chapitre 1. Les Palmer repartirent le jour suivant, et la famille de Barton Park et celle de Barton Chaumière restèrent seules chacune chez soi, à la grande satisfaction de la dernière. Mais ce ne fut pas pour longtemps. Ces dames avaient à peine eu celui d'oublier la joyeuse Madame Palmer et son rude amour, et de réfléchir à la différence d'humeur de ce couple, ce qui ne se trouve au reste que trop souvent dans le mariage, que Sir George et Madame Jennings leur procurèrent matière à d'autres observations. Il leur était impossible de ne pas chercher une société nouvelle, et pour se désennuyer dans leur solitude, ils firent un matin une excursion à Exeter. Ils rencontrèrent là par hasard deux parentes éloignées de Madame Jennings. Mais ce fut assez pour que Sir George les invitât tout de suite à venir passer quelque temps au parc. Extrêmement flattées d'être appelées cousines par un baronnet, et de faire la connaissance de leur illustre parente, Lady Middleton, elles n'eurent rien de plus pressé que d'accepter l'invitation pour le lendemain, et de laisser les amis obscurs chez qui elles logeaient. Lady Middleton fut au désespoir au retour de son mari, d'apprendre qu'elle allait avoir chez elle, à sa table, dans son élégant salon, deux provinciales qu'elle ne connaissait point, qui sans doute seraient gauches, mal mises et qui auraient mauvaise tournure. En vain son mari et sa mère la rassuraient, et lui disaient que mesdemoiselles Steele étaient deux charmantes personnes. Elle se défiait de leur goût, et tremblait de les voir arriver. Ce titre de cousine qui n'était point du bon ton, et qu'elle lui donnerait sans doute à tout propos, la faisait frémir. Mais qu'y faire? Elles étaient invitées, elles avaient accepté, il fallait bien les recevoir. Lady Middleton s'y résigna. Elle connaissait trop bien l'usage pour manquer à la politesse, mais elle se promit seulement d'y joindre toute la dignité et la froideur convenables. Elle fut d'ailleurs un peu consolée en apprenant que mesdemoiselles Steele étaient jeunes encore, et qu'on pouvait au moins les faire danser et les lier avec mesdemoiselles Dashwood, qui ne lui plaisaient pas infiniment. Elles arrivèrent, et Lady Middleton en fut beaucoup plus contente qu'elle ne se l'était imaginé. Leur toilette n'était pas trop éloignée de la mode. Leur abord fut très poli sans trop d'empressement, et le terrible mot de cousine ne sortit pas de leur bouche. En échange, celui de Milady fut souvent répété, avec des extases sans fin sur le goût de ses appartements, sur la beauté des meubles. Quand se vint au tour des enfants, ce fut un enchantement dont on ne peut se faire d'idée. Jamais elle n'avait vu d'aussi charmantes petites créatures, c'étaient vraiment de petits anges. Enfin le hasard les servit si bien pour prendre Lady Middleton par ses faibles, qu'avant 1 heure, elle avait fait réparation entière aux protégés de sa mère et de son mari, à qui elle déclara que c'étaient les deux plus charmantes jeunes filles qu'il y eût au monde, et les remercia de les avoir invitées. L'éloge et l'hyperbole étaient si rares dans sa bouche, que Sir George en fut aussi fier que si cela l'eût regardé lui-même, et que, pressé de faire parade de ses aimables cousines et de son discernement, il partit à l'instant pour la Chaumière. Il fallait, tout affaire cessante, apprendre à mesdemoiselles Dashwood l'arrivée des deux plus charmantes filles qu'il y eût au monde. Dans sa joie de l'approbation de sa femme, il mettait ses parentes même avant les siennes propres. Elinor sourit à cet éloge qui allait toujours en croissant. « Venez, venez, disait-il, il faut que vous veniez tout de suite, vous serez enchantés, ravis. Elles ont gagné le cœur de Lady Middleton au premier moment, ce sera de même avec vous, vous verrez. Lucie, la cadette, qui est très belle, est aussi gaie qu'agréable. Mes enfants sont déjà autour d'elle comme autour de leur maman. Elles ont rempli leur voiture de joujoux et de bonbons. N'est-ce pas une charmante attention? Elles languissent de vous voir, et vous êtes proches parentes, elles sont les cousines de ma femme et vous les miennes. On leur a dit à Exeter que vous étiez aussi les plus belles personnes du monde. Je le leur ai confirmé, et j'ai dit bien d'autres choses encore, en sorte qu'elles meurent d'impatience de se lier avec vous, vous riez, Elinor. Oui, Sir George, j'admire le hasard étonnant qui rassemble à Barton les 5 plus belles personnes de l'univers. Eh bien, vous verrez si je mens, et si ce n'est pas comme je vous le dis. Venez donc, vous regretterez ensuite tous les moments où vous n'aurez pas été ensemble. Tout ce qu'il put obtenir,
ce fut la promesse d'aller le lendemain faire visite aux nouvelles venues. Il s'en alla surpris de cette indifférence. Tout autre que lui aurait soupçonné qu'elle avait pour motif la rivalité de perfection, mais sœur George n'imaginait jamais le mal, et n'en eut pas l'idée. De retour chez lui, il vanta ses cousines aux demoiselles Stéel avec le même feu, en sorte que chacune d'elles devait s'attendre à voir des êtres parfaits. Mais Elinor, qui connaissait l'optimisme du baronnet et son enchantement pour les nouvelles connaissances, rabattait beaucoup de ses éloges, et Maria ne s'en occupait point. Quand elles arrivèrent le lendemain au parc pour faire leur visite, sœur George les présenta les unes aux autres avec la même emphase qu'il avait mise à leurs éloges, et l'on comprend qu'elles s'examinèrent avec attention. L'aînée des demoiselles Stéel, Miss Anna, avait près de 30 ans, assez d'embonpoint, un de ces visages insignifiants qui n'expriment rien du tout, et de qui on n'a rien à dire ni en bien ni en mal. Lucie, le prodige de beauté de sœur George, était en effet très jolie, ses traits étaient réguliers, son regard perçant. Elle avait dans sa tournure quelque chose qui n'était ni de la grace ni de l'élégance, mais qui la faisait remarquer. Leur abord fut très poli. Avec Lady Middleton, c'était plus que de la politesse, c'était des attentions recherchées, de la souplesse, une flatterie adroite quoique continuelle, et qui persuada à Elinor qu'elle ne manquait pas d'une sorte d'esprit. Elle parlait avec ravissement des enfants, de leur beauté, de leur intelligence. Elle jouait avec eux, supportait tous leurs caprices, répondait sans se lasser à leurs questions importunes. Avec Milady, elles admiraient l'arrangement de la maison, la bonté des mets, le goût de sa parure, lui demandaient des patrons de ses broderies, des modèles de ses chiffons, lui offraient de lui aider dans ses ouvrages, ou de faire 1000 bagatelles pour amuser les enfants. Lady Middleton écoutait complaisamment toutes ces flatteries, et trouvait ses nouvelles cousines toujours plus aimables et d'une affection inépuisable. Les enfants en général tourmentent à proportion de ce qu'on les gâte, et ceux qui s'occupent sans cesse d'eux, et qui cèdent à toutes leurs fantaisies, en sont les premières victimes. Mais les demoiselles Stéel souffraient tout, avec une patience qui leur gagna en entier le cœur de la faible mère. Les rubans de leurs ceintures dénouées, leurs cheveux défaits, leurs boucles d'oreilles tordues, leurs bracelets décrochés, toutes leurs bagues tirées de leurs doigts et roulant sur le plancher, leurs corbeilles d'ouvrage renversées, leurs ciseaux perdus, tout cela était charmant. Ils avaient une activité adorable, une grâce parfaite dans leurs petits mouvements. On les laissait grimper sur les genoux, chiffonner les robes, tout était délicieux. La maman applaudissait par un sourire, et ne s'étonnait que de l'apathie de Mademoiselle Dashwood, qui ne prenait nulle part à ces jeux. Pour l'ordinaire, elle caressait les enfants, mais sans s'en laisser tourmenter. Ce jour-là, les nouvelles venues s'en emparèrent tellement, et les rendirent si insupportables qu'elles se tinrent prudemment à l'écart. « George est très gentil, très animé aujourd'hui, » dit Lady Middleton en voyant son fils aîné prendre le mouchoir de Mademoiselle Anna et le jeter par la fenêtre. « C'est un petit malicieux. Williams sera votre petit amoureux, Miss Lucy, je vois cela. » L'enfant lui pinçait le bras à lui faire un noir. Il eut un baiser pour récompense de la souffrante Lucie. « Et ma chère petite Célina, » dit cette dernière, en prenant sur ses genoux une petite fille de 3 ans, l'idole de sa mère, et par conséquent la plus méchante. Elle resta par hasard sans bouger pendant 2 minutes. « Charmante enfant, est-elle toujours si douce, si tranquille ? C'est un modèle de sagesse. » Malheureusement, en l'embrassant, une des épingles de Lucie toucha le cou de la petite, et ce modèle de sagesse fit de tels cris, et donna des coups si violents de sa petite main sur celle de Lucie, qu'elle fut obligée de la mettre à terre. Mais elle s'y mit aussi à côté d'elle, et la couvrait de baisers en jetant la coupable épingle, et en demandant 1000 et 1000 pardons à l'enfant et à sa mère, qui avait couru chercher de l'eau, et qui bassinait la plaie, qu'à peine on pouvait voir, pendant que Lucie, toujours à genoux, donnait à la petite des morceaux de sucre l'un après l'autre. Mais l'enfant, voyant ce que lui procuraient ces cris, n'avait garde de se taire. Au contraire, elle les redoublait, et battait tout le monde avec un de ses petits poings fermés. L'autre était plein de morceaux de sucre. Ses frères voulurent lui en prendre, ils eurent chacun un bon coup de pied. Enfin, rien ne pouvant l'apaiser, sa mère se rappela que sa chère petite Célina, qui souffrait sûrement beaucoup,
aimait passionnément la marmelade d'abricot, et l'enfant à ce mot ayant cessé ses cris une seconde, elle lui en promit, et l'emporta pour lui donner de cet excellent remède. Ses frères qui espéraient en avoir leur part, la suivirent, quoique leur mère leur ordonna de rester, et pour quelques moments les jeunes dames furent tranquilles. « Charmante petite créature, dit Miss Anna, cet accident aurait pu être affreux. »« Je ne crois pas qu'il y ait danger de mort, dit Maria en souriant ironiquement, elle en reviendra. »« Je ne me consolerai jamais d'avoir été la cause de cet accident, dit Lucie, une enfant si aimable, et que sa mère aime si passionnément. Quelle femme enchanteresse que Lady Middleton, si belle, si élégante et si sensible. Ne le trouvez-vous pas, mademoiselle? Maria garda le silence. Il lui était impossible de dire ce qu'elle ne pensait pas. Elinor, toujours prête à réparer ses impolitesses, loua les grâces et l'air noble de Lady Middleton. Et Sir George, dit l'aîné, quel homme aimable, je le crois plein d'esprit, du moins il en annonce beaucoup. C'est le meilleur des hommes, dit Elinor, toujours de bonne humeur, excellent mari, bon père, bon ami. Et quelle charmante petite famille. Je n'ai jamais vu de plus beaux enfants. On comprend facilement l'excessive tendresse de leur mère pour ces angéliques petites créatures. On pourrait peut-être les trouver un peu gâtés, un peu turbulences, mais j'aime les enfants pleins de vie et de feu, je ne puis les supporter timides et tranquilles, aussi j'adore ceux-ci. C'est ce qui m'a paru, dit Elinor, et je vous trouve heureuse d'avoir ce goût à Barton. On se tut sur ce sujet. Après une pause, Mademoiselle Steele l'aînée demanda brusquement à Elinor, « Aimez-vous le Devonshire? Je suppose que vous avez bien regretté Sussex. » Un peu surprise de la familiarité de cette question, Elinor répondit seulement, « Oui, mademoiselle. » Je comprends cela. Norland est une magnifique habitation, et passer de là dans une chaumière, c'est assez triste. Une chaumière telle que celle où notre parent Sir George Middleton a bien voulu nous placer, ne donne lieu à aucun regret, dit vivement Maria. Lucie lança à sa sœur un regard terrassant, et se hâta de dire que dans tout ce que Sir George et Milady arrangeaient, on reconnaissait leur goût, mais qu'il leur avait dit que Norland était une des plus belles campagnes de l'Angleterre. Elle est très belle en effet, dit Elinor, mais je crois qu'il y en a de plus belles encore, et il n'y a que peu ou point de chaumières comme la nôtre. Mais aussi pourquoi lui donner ce nom, dit Miss Anna, cela présente une idée. Ne voyez-vous pas, ma sœur, dit Lucie, que c'est un nom de fantaisie, un nom romanesque? Anna se tut humblement, puis elle reprit bientôt ainsi, aviez-vous des élégants à Sussex? Je suppose qu'ici ils sont assez rares, et quant à moi je trouve que rien n'embellit plus un séjour que d'y voir beaucoup d'élégants. Cela anime la vie, ne le trouvez-vous pas aussi? Encore un regard de Lucie fit baisser les yeux à sa sœur. Qu'est-ce que vous voulez dire, Anna? Et sur quoi pensez-vous qu'il n'y ait pas de jeunes gens très bien, à tout égard, en Devonshire, comme à Sussex? Je sais bien, Lucie, qu'il y a de très jolis garçons à Exeter, dit Anna, mais ils ne sont pas reçus ici, et je craignais que les demoiselles d'Ashwood ne s'ennuyassent à Barton si elles n'en voient point. C'est pourquoi je leur demandais si elles en voyaient beaucoup à Norland. Je voudrais par exemple qu'elles puissent rencontrer M. Rose d'Exeter, le clerc de M. Simpson, vous savez bien, Lucie, c'est un beau jeune homme celui-là, et tout à fait élégant. Je pense que si votre frère vous ressemble, il devait être charmant avant d'être marié, et il était si riche. C'était un merveilleux, n'est-ce pas, un véritable élégant. J'aurais bien voulu le rencontrer. Je ne puis en vérité vous répondre là-dessus, dit Elinor. Je ne comprends pas parfaitement ce que vous entendez par un merveilleux. Tout ce que je puis vous dire, c'est que si mon frère en était un avant son mariage, il l'est encore, car il n'est pas du tout changé. Ah mon Dieu, quelle idée! Un homme marié, élégant. Je ne puis me représenter cela. Les hommes mariés me sont à moi très indifférents. Mais Anna, lui dit sa sœur, n'avez-vous rien autre chose à dire que de parler des jeunes gens et des élégants? Mesdemoiselles d'Ashwood vont croire que vous n'avez rien autre chose dans l'esprit. Alors, changeant de propos, elle parla de chiffons, de mode et d'autres objets aussi intéressants. Les deux plus charmantes personnes du monde étaient jugées dans l'esprit d'Elinor et de Maria.
La commune familiarité de l'aînée, et son mauvais ton, la mirent entièrement de côté. La cadette était mieux certainement, mais comme Elinor n'était ni aveuglée par sa beauté, ni prévenue par son regard, elle ne trouva rien à côté de cela qui fût en rapport avec elle et qui pût lui plaire. Elles quittèrent donc la maison, sans désirer de les mieux connaître. Il n'en était pas ainsi chez Mesdemoiselles Stéel. Elles arrivaient d'Exeter, décidées à trouver tout parfait à Barton, et les maîtres et la maison, et les enfants, et les chevaux et les chiens, et les meubles, et les belles cousines, tout était l'objet des éloges les plus outrés. Il était difficile d'exagérer sur Mesdemoiselles Dashwood. Aussi furent-elles déclarées les personnes les plus belles, les plus élégantes, les plus accomplies en tout point qu'il fût possible de voir, et celles dont elles désiraient le plus passionnément faire des intimes amies. Sir George ne le désirait pas moins, et fit tout ce qui dépendait de lui pour former cette liaison. Elinor vit qu'elle ne pouvait s'y refuser tout à fait, et qu'il fallait au moins se soumettre à être assises à côté les unes des autres, quelques heures dans la journée. Sir George n'en demandait pas plus. Dans ses idées d'amitié, il suffisait de se voir en société et de causer ou de danser ensemble pour être intimes amis. De son côté, pour accélérer cette intimité, il confia aux demoiselles Stéel tout ce qu'il savait ou supposait de la situation des dames de la Chaumière. Et dès leur troisième rencontre, Mademoiselle Stéel l'aînée félicita Elinor sur ce que sa sœur avait fait la conquête du beau, de l'élégant Willoughby. Il est sûr, lui dit-elle, que c'est une chose très agréable que de se marier jeune avec un si bel homme, car on m'assure qu'il est vraiment d'une figure remarquable, que c'est un véritable élégant, et votre sœur est bien heureuse. J'espère que vous trouverez aussi bientôt un bon parti, car il n'est point agréable, je vous assure, de voir passer ces cadettes avant soi, mais peut-être votre choix est-il déjà fait en secret. Elinor se sentit rougir. Elle ne pouvait pas se flatter que Sir George fût plus discret dans ses soupçons et dans ses conjectures sur elle que sur sa sœur. Il la plaisantait même de préférence depuis la visite d'Édouard. Ils n'avaient jamais dîné ensemble, sans qu'il bût à la lettre F, depuis le commencement du dîner jusqu'à la fin, en regardant Elinor. Dès que les Miss Stéel eurent entendu cette plaisanterie, elles furent très curieuses d'en savoir davantage, et tourmentèrent Sir George pour qu'il leur dît en entier le nom de l'heureux mortel au sujet duquel il raillait Elinor. Il se fit peu presser, et il eut autant de plaisir à le dire que Miss Anna à l'entendre. « Son nom est Ferrars, dit-il à demi-voix, mais je vous en prie n'en parlez pas, c'est encore un secret. »« Ferrars, répéta Anna, est-il possible ? Le jeune Ferrars, le frère de votre belle-sœur, Miss Elinor, est donc l'heureux mortel dont parle Sir George. Eh bien, j'en suis charmé pour plusieurs raisons. C'est un très agréable jeune homme, je le connais très bien, c'est un élégant. » Cette dénomination ne convenait nullement à Édouard, mais c'était le mot favori d'Anna pour parler d'un jeune homme du bon ton. Elinor, émue de l'entendre nommer comme son amant avoué, fit peu d'attention à ce mot. Elle fut plus surprise d'entendre Lucie dire assez aigrement à sa sœur qu'elle contrariait sans cesse. « Comment pouvez-vous dire, Anna, que nous le connaissons très bien? Nous l'avons vu par hasard une fois ou deux chez mon oncle, et ce n'est pas le connaître? Vous savez fort bien que je ne connais pas du tout messieurs Ferrars. » Elinor écoutait avec attention. Qui était cet oncle? Où demeurait-il? Comment Édouard le connaissait-il? Elle aurait voulu que l'entretien continuât, sans pourtant s'y joindre elle-même. Mais on ne dit rien de plus, et pour la première fois elle trouva Madame Jennings bien peu curieuse ou bien discrète. La manière dont Lucie avait parlé d'Édouard l'avait frappée, et lui donnait l'idée qu'elle savait, ou croyait savoir quelque chose à son désavantage. Sa curiosité ne fut point satisfaite, le nom de M. Ferrars ne fut plus prononcé ni par les deux sœurs ni par Sir George. Fin du chapitre 1. Chapitre 2. Maria ne pouvait avoir la moindre indulgence pour des personnes aussi communes, aussi peu instruites, et qui n'avaient avec elle aucune espèce de rapport d'esprit et de goût. Elle les écoutait à peine, ne leur parlait jamais, et par sa froideur soutenue leur ôta bientôt tout espoir de liaison. Elles se retournèrent entièrement du côté d'Elinor, plus affable et plus honnête, et qu'il était plus encore pour réparer les torts de Maria.
Lucie principalement parut s'attacher véritablement à elle, cherchait toutes les occasions de s'en rapprocher, de l'engager dans des conversations particulières. Enfin, de lui témoigner une amitié à laquelle un bon cœur, tel que celui d'Elinor, n'est jamais insensible. Lucie Stéel d'ailleurs ne manquait pas d'une sorte d'esprit naturel. Ses remarques étaient souvent justes et amusantes, et pour une demi-heure, elle pouvait être une compagne assez agréable. Mais elle n'avait aucune des ressources que donne une bonne éducation. Elle était ignorante autant qu'on peut l'être, toute sa littérature se bornait à quelques mauvais romans. Elle ne pouvait parler sur aucun sujet un peu relevé, et malgré tous ses efforts pour paraître à son avantage, et se mettre autant que possible au niveau d'Elinor, qui tâchait de son côté de se mettre au sien, il y avait trop de distance entre elles, pour que mademoiselle Dashwood pût jamais en faire une amie. Le manque d'éducation et de connaissances n'aurait pas été peut-être un obstacle insurmontable. Un bon cœur, un caractère aimable lui aurait bien vite fait pardonner son ignorance. Mais Elinor eut bientôt remarqué chez Lucie un manque de délicatesse, de sincérité et de cette rectitude de principe qui sont la première base d'une intime liaison. Il lui fut impossible alors de trouver quelque plaisir dans la société d'une personne qui joignait la fausseté à l'ignorance, dont le manque d'instruction rendait l'entretien insipide, et qui par ses basses adulations pour les habitantes du parc, dont elle se moquait ensuite avec Elinor, ôtait à celle-ci toute espèce de confiance dans l'amitié qu'elle lui témoignait. Elle aurait voulu en conséquence l'éloigner un peu plus, mais Lucie mettait tant de zèle et d'activité à se rapprocher d'elle, que cela n'était pas facile. Un jour Lucie l'avait accompagnée du parc à la chaumière. Elles étaient seules, et après quelques moments d'hésitation, Lucie dit à Elinor, « Vous allez trouver ma question bizarre. Dites-moi, je vous en prie si vous connaissez particulièrement la mère de votre belle-sœur, Madame Ferrare ?» Elinor trouva en effet la question extraordinaire, et sa contenance l'exprima, en répondant qu'elle n'avait jamais vu Madame Ferrare. « En vérité, dit Lucie, c'est étonnant. Je pensais que vous l'aviez vue au moins quelques fois à Norland, et que vous pourriez me donner quelques détails sur sa manière, sur sa tournure, sur son caractère. » « Non, répondit Elinor, en s'efforçant de cacher son opinion réelle sur la mère d'Édouard, et n'ayant aucune envie de satisfaire ce qui lui paraissait une impertinente curiosité, « Non, je ne sais rien d'elle. »« Je vois, lui dit Lucie, en la regardant attentivement, que vous me trouvez très étrange de vous questionner ainsi sur cette dame, mais peut-être ai-je mes raisons. Je voudrais pouvoir vous les dire, cependant. J'espère que vous me rendrez la justice de croire que ce n'est point une sotte curiosité. » Elinor répondit quelques mots polis. Elles se promenèrent quelques minutes, en gardant le silence. Il fut rompu par Lucie qui renouvela l'entretien, en disant avec hésitation, « Je ne puis supporter que vous me soupçonniez d'être une curieuse impertinente, tout au monde plutôt que d'être mal jugée par une personne dont j'ai une si haute opinion. Et comme je suis sûr de n'avoir rien à risquer, en me confiant entièrement à vous, je m'y décide. Je serai charmé. » Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.